Allô, allô, c'est bien. Attends, non? Non, ok. Je peux avancer avec ça après? Non. Ok, ok. Voilà. Donc, je me suis présenté ce matin, mais je vais encore faire la présentation. En tout cas, il y a un lien direct entre la gestion de crise, la sauvegarde, l'intelligence artificielle par rapport à ma propre, en tout cas, mon propre parcours et les présentations qui suivent. Parce que tout ce qu'on a raconté ce matin, ce sont en tout cas, des surfaces d'attaque, encore plus si on parle de la cybersécurité. Moi, je suis Teddy Ramanakasina, donc je travaille, j'ai 25 ans d'expérience dans la sécurité de systèmes d'information et dans l'audit, et j'ai eu le privilège de travailler pour des grandes sociétés comme Big Four. Donc, je travaille chez EY en tant que directeur associé. Auparavant, je travaillais chez Orange. Et dans ces activités-là, mon parcours tourne autour de euh, multiples réglementations, audits pendant 14 ans et le plan de continuité d'activité, par exemple, fait à peu près 20% d'une centaine d'audits que j'ai réalisés. Et à l'heure actuelle, dans l'émergence des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, je suis très au fait de l'intelligence artificielle pour suivre en tout cas, la contractualisation, la due diligence, la partie gouvernance, risque et conformité, qui est en quelque sorte ma spécialité. Et comme j'ai fait connaissance de Shafik il y a quelques mois, je suis un formateur accrédité de l'ISACA qui donne donc la certification sur le CISM qui est la partie cybersécurité. Et puis à la demande de Shafik, j'ai passé l'examen pour être PCB Accredited Trainer puisque on va parler de la maîtrise des risques, ISO 27005, etc. Et puis enfin, je fais pas mal d'activités pro bono où je suis enseignant dans plusieurs universités, dans l'université de Dauphine, puisque ma société est sponsor de cette université. Je ne suis pas là pour parler de moi, même si, en effet, je suis là en tant que, avec des circonstances très particulières au niveau de ma famille qui est à La Réunion, et j'en en profite que je sois là. Il est difficile de ne pas parler plutôt des nouvelles réglementations, mais c'est aussi un défi pour moi de vous intéresser à encore la réglementation. Est-ce que la conformité n'est pas quelque chose plutôt en subit? Mais là, je vais vous montrer que c'est plutôt on est obligé d'y être parce que c'est la partie où c'est une opportunité pour l'entreprise. Et donc, mon sujet, c'est gestion des risques liés aux tiers dans le cadre de Dora. Et j'ai fait une petite recherche, pas approfondie, mais pour illustrer sur le cas de la Réunion, de l'île Maurice et de Madagascar, avec des cas qui se sont passés que je regardais sur Internet. Je reviens toujours sur moi. Hop, OK. Et donc, puisque c'est une journée de sensibilisation, bah, je vais vous parler un peu pourquoi on doit parler de cette réglementation DORA, NIS2, en quoi ça peut nous intéresser. Et donc, pourquoi on doit parler de la réglementation? Vous voyez bien qu'à l'écran, on a des cyberattaques contre un pays. Donc, ce n'est pas seulement au titre d'individu où je suis un hacker dans une chambre, je vais en tout cas perturber, attaquer une entreprise. C'est carrément au niveau national que ça peut arriver. Deuxième exemple qu'on va voir, c'est que finalement, chaque entreprise, on a vu tout à l'heure, quand on parlait de la gestion de crise, ben, il faut identifier à partir de bilan impact et analyse, business impact analysis, quelles sont les infrastructures techniques qui répondent aux processus les plus importants dans l'entreprise. Et donc, les criminels, donc j'ai appris donc tout à l'heure qu'ils vont plus vite que les gentils, eh bien, ils vont essayer de cibler ces infrastructures techniques le,
stratégiques de l'entreprise, l'électricité, l'eau, en tout cas, ce qui font que on a plutôt dans une défense nationale et voire le plus critique, les data centers qui sont attaqués, et ça s'est produit en Angleterre. Les attaques informatiques, on voit les phishing tout à l'heure, on voit les malwares, mais on voit bien que finalement, le criminel, il a la capacité de prendre à privilège l'administration d'un système, donc c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus fort. Et je pense que c'était la deuxième partie, on a parlé de la sauvegarde, le SMSI, le système de management de la sécurité du système d'information. On parle de ce qu'on appelle le DICT, disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité. Et au regard de la réglementation, l'intégrité est beaucoup plus forte que le reste. Parce que si ils sont capables de faire un transfert de millions de dollars ou d'euros, l'impact il est beaucoup plus fort. Et quand j'ouvre le journal le matin, même quand vous regardez, vous allez toujours entendu parler des cyberattaques. Qu'est tel pays, telle infrastructure, une personne. Les cyberattaques, depuis 5 ans, c'est en recrudescence beaucoup plus forte. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler de Stuxnet, parce que finalement, le monde logique va carrément dans le monde physique. Donc ça s'est produit en Iran, où il n'y avait pas de connexion Internet par rapport au centre nucléaire en Iran, mais ils ont réussi à l'attaquer. Comment? Donc c'est plutôt quelque chose de très ciblé. On suppose que c'est à travers des clés USB laissées dans un bureau, finalement qui a été connecté par rapport au système interne, et on a ciblé exprès en tout cas des machines Siemens pour pouvoir les trafiquer, son mode de fonctionnement, et c'est ça l'affaire Stuxnet. Vol de données, tous les jours, il y a des masses de données qui sont volées. Je viens même d'apprendre que je suis abonné dans un opérateur que je nommerai pas, et puis a priori même mon RIB est quelque part. Donc c'est inquiétant même à titre d'individu. Et bien entendu, le ransomware, le phishing, on y est. Vous avez remarqué que dans mon slide, je me suis arrêté à 2014. On est en 2024. C'est fait exprès. Parce que comme ça, je peux regarder les meilleures actualités et citer un petit peu quelques chiffres que j'ai concoctés. Et donc, en termes de benchmark, on voit bien que 54% des organisations dans le monde ont subi des cyberattaques. Comme disait en tout cas l'ex-patron de l'ANSSI, il y a 2 types de sociétés dans le monde. Il y a ceux qui ont été attaqués et ceux qui vont l'être. Donc, nous sommes vraiment dans cette partie de résilience. On a parlé de ransomware. 60%, il y a une augmentation de 63% de ransomware, bien entendu avec l'intelligence artificielle, puisque ça aide beaucoup plus facilement à développer et à donner des rançons. On a 75% d'augmentation des intrusions dans le cloud, parce que finalement, l'usage dans les nuages est beaucoup plus important. On a une dépendance par rapport à ces outils. Finalement, ça va plus vite, il y a une aide, ça coûte moins cher, mais ça donne une surface d'attaque encore plus forte. Je donne encore d'autres exemples, puisque c'était mon but. C'est que finalement, le coût moyen d'une violation de données, c'est à peu près 4,5 millions de dollars. Donc, ça coûte très cher pour une entreprise. Si une entreprise n'a pas le plan de continuité d'activité comme ce matin, ben, il va disparaître puisqu'il n'a pas été préparé pour ça. C'est pour ça qu'on parle de la résilience. Et quatre derniers chiffres que je donne, c'est que 64% des entreprises qui ont subi une cyberattaque ont subi une cyberattaque ces 12 derniers mois. Il y avait une question que je voulais poser ce matin. Est-ce qu'on paye ou on ne paye pas? Donc là, l'ANSSI, bien entendu, donne une réponse à ces côtés-là. Pourquoi on ne doit pas payer? Parce qu'on a vu que les sociétés qui ont payé dans le ransomware
c'est que les voisins et les copains cybercriminels, j'ai trouvé quelqu'un qui a payé. Donc 3 mois après, 60 à 80% des sociétés qui ont payé ont resubi une attaque ransomware d'un d'un autre attaquant, puisqu'il est donc bankable, comme on dit, par rapport à tout ça. Et on ne paye pas parce que, quoi qu'il en soit, le coût en tout cas, l'interruption d'activité par rapport à une ransomware, c'est à peu près 197 jours. Donc, vous payez ou vous payez pas, vous allez quand même subir cette mise en place de sauvegarde, la remontée et ces différentes activités. Une dernière illustration que je vais donner, puisque je vais maintenant entrer dans dans le vif du sujet qui est le monde bancaire, avant de parler, parce que c'est plutôt ma spécialité. Comme j'ai présenté tout à l'heure, j'ai travaillé dans le Big Four, dans la banque et le télécom, pour ne pas dire Orange. Orange est devenu une banque, donc j'ai fait, avec 17 pays africains, travailler sur Orange Banque Mobile et avec les paiements mobiles comme Orange Money dans les différents pays. Donc, en côtoyant, en ayant ces environnements, eh ben, j'ai connu le cas de Banque centrale du Bangladesh. Je ne sais pas si vous le connaissez, cette histoire. Et dans le cas de Banque centrale du Bangladesh, plutôt 2018 de ce fait, ben, les cybercriminels, ils ont réussi à entrer dans le système en se préparant 6 mois en avance et ils ont réussi à rentrer sur le SWIFT qui est plutôt là où on fait les virements. Ils ont envoyé 30 virements. Dans les 30 virements, 25 sont passés, 5 ont été bloqués. Plutôt l'inverse. 25 sont bloqués et 5 sont passés. Et dans les 5 demandes de virements qui sont passés aux États-Unis, ils ont réussi. Au départ, les 30 virements équivalaient à 980 millions de dollars. Les 5 qui sont passés équivalaient à 81 millions, 82 millions de dollars. Et c'est passé. Et c'est ça qu'on doit protéger. Au fait, à titre d'individu, à titre d'entreprise, à titre de nation, à titre de région, il faut une collaboration très forte puisque l'historique montre que le risque cybersécurité depuis 5 ans est au top 3 en tout cas, des risques qu'on doit protéger. Et c'est pour ça qu'on doit créer cette réglementation. C'est pas pour faire plaisir, c'est une défense au niveau européen. Pourquoi c'est intéressant? Parce que finalement, le cybercriminel, ben, c'est très rentable. Ben, le fait d'aller faire du FaceWave ou aller sur ChatGPT et faire un phishing bien ciblé, ben, il a l'opportunité, ça coûte moins cher, ça lui rapporte de l'argent. Et donc, j'ai pris cet extrait-là pour dire que finalement, au lieu d'amener un Kalachnikov dans une banque, ben, c'est beaucoup plus facile pour lui d'apprendre un petit peu de l'intelligence artificielle, faire en sorte que finalement les méthodes très simples comme le phishing, mais ça rapporte beaucoup d'argent. Ça coûte 151 000 en coût, mais finalement, ça leur rapporte des millions à peu près à 800% de ROI. Mais je ne vous incite pas d'y aller puisque on a quand même une certaine éthique à respecter dans cette salle. Et maintenant, si je dois parler de ces réglementations, donc le but, c'est que finalement, on est dans une logique de se protéger ou de se prémunir des cybercriminels, non pas un individu, mais des groupes. Et donc, en tout cas au niveau européen, on a ce qu'on appelle le NIS2, Network Infrastructure Security. Et donc, il y a une volet numéro 1 où on a identifié un certain nombre de secteurs qu'on pense que c'est stratégique. Avec le NIS2, puisque vous avez vu la recrudescence des attaques depuis 2014 jusqu'en 2024, ben on a identifié des secteurs hautement critiques et des secteurs autres critiques. On est dans un opérateur de services importants et des opérateurs de services essentiels. On a donc étendu
la notion de critique, par exemple, à une société qui font des déchets. Si à Paris, là où on habite, il n'y a plus en tout cas comment on appelle les personnes qui viennent nous chercher les poubelles, ben, ça va être la maladie. Ben, là où j'habite, c'est 3 fois il passe. Je suis chez mon frère à Saint-André, il passe 1 fois par semaine, c'est différent. Mais dans une grande agglomération, ça devient très critique si on ne le fait pas. Donc on en a étendu jusque-là. Et si je vais aller dans mon sujet, on parle de NIS 2, qui est plutôt une défense au niveau national. Le DORA, donc Digital Operational Resilience Act, c'est plutôt le NIS 2, l'ex-spécialiste du secteur financier. C'est un risque opérationnel avant tout. Avant d'être un risque opérationnel, c'est-à-dire que si je suis dans l'énergie tout à l'heure, ben je ne peux plus distribuer l'électricité. Donc c'est hautement critique. Avant d'être un risque informatique, pour ne pas dire un risque cyber. Et DORA est spécialisé pour les banques, pour les assurances et pour certaines d'autres structures. C'est quoi DORA? Tout le monde dit que c'est le petit poisson où on fait toujours la blague, mais finalement, c'est vraiment la réglementation qui va arriver demain. C'est le 17 janvier 2025. C'est-à-dire que ça a été lancé déjà il y a 2 ans. L'entreprise doit être déjà conforme en 2025 et nous sommes le 31 octobre. Donc c'est vraiment très proche. Et la plupart d'entre vous, peut-être autour de cette salle, à distance, n'ont jamais entendu parler alors qu'ils sont dans ces secteurs. Et donc ça vient d'un règlement européen, ça a été voté, c'est pour assurer les besoins résilience, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va être attaqué, mais on est capable de réagir, c'est ça le mot résilience, qui est concerné, toute société entités financières qui servent les clients au niveau européen. Et donc, si je suis à l'île Maurice, je suis aux Comores, je suis à Madagascar, mais je sers les entreprises clientes en Union européenne, vous êtes concernés. Et ça s'applique donc avec des réglementations, des guides, de ce qu'on appelle des RTS, Regulatory Technical Standard, et des ITS, Implementation Technical Standard, qui aident à comprendre, à mettre en œuvre toute cette réglementation. Et il s'applique donc demain, 17 janvier 2025, avec 5 grands piliers que je vais un petit peu détailler. Tu m'arrêtes si c'est jusqu'à quand je parle. Hein. Okay. Pour ne pas citer les 21 entités, entreprises concernées, donc ça concerne les entreprises des secteurs financiers, mais aussi les tiers prestataires de services TIC. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les entreprises clientes qui vont être concernées, mais aussi les tiers TIC dans le sens technologie de l'information, de communication. Ce n'est pas seulement des sous-traitants, c'est des sous-traitants, c'est des éditeurs, c'est des consultants, tous qui participent autour de la chaîne de valeur, de la livraison d'un processus critique. C'est ça que ça veut dire. Il y a 5 grands piliers, donc on est là pour apprendre, donc je vais un peu les citer. La première, c'est le dispositif de gestion des risques liés au TIC. Vous m'avez posé la question, en tout cas notre cher ami TPO, sur la gestion des risques. Eh bien là, nous sommes dans une multiple réglementation. Peut-être à l'île de la Réunion, la notion du risque, l'appétit des risques, on a une certaine compréhension. Je travaille avec Madagascar. Ils ont une autre façon de travailler sur le risque. Je travaille avec les Comores. Ils ont une autre façon de travailler sur le risque. Il faut donc avoir les mêmes, en tout cas, une harmonisation de ce fonctionnement pour avoir le même vocabulaire, la même compréhension, la même méthodologie pour qu'on puisse le comparer. Et ce qui est formidable, derrière le mot
dispositif de gestion du risque, c'est que dans une première partie, il y a une gouvernance. Et dans cette gouvernance-là, on n'échappe plus à la sensibilisation, en particulier la sensibilisation des dirigeants, qui est devenue une obligation. Et donc, une obligation pour le comprendre. C'est l'article 5 à 16, et après, on a la gestion de classification et de la notification des incidents de risque cyber. Il faut définir par là, ça veut dire quoi les incidents majeurs, et aussi être capable de les quantifier avec la méthodologie qui est proposée dans les dispositifs de DORA. Le troisième point, c'est les tests de résilience. Donc les tests de résilience, il faut à la fois les réaliser au sein de son entreprise, mais réaliser aussi avec les tiers, c'est-à-dire embarquer dans un processus de tests de restauration, de tests de plans de réponse aux incidents. Ben, il y a tout un dispositif là-dessus. Et le plus gros de ce dispositif, c'est la gestion des risques de prestataires au tiers avec des notions de contractualisation, avec la notion de test à ce niveau-là, avec la notion de registre beaucoup plus fort que le registre au niveau de GDPR. J'ai regardé, il y a plus de 110 critères à renseigner, donc c'est vraiment beaucoup de boulot. Et c'est sur cette partie-là que je vais focaliser aujourd'hui. La cinquième partie, c'est la collaboration. Vous avez bien vu que les cybercriminels, ils vont donc plus vite. En tout cas, j'ai eu la confirmation en assistant à la conférence aujourd'hui. Eh bien, il faut qu'on collabore ensemble entre RSSI, DPO, les gens de la conformité, et DORA impose que finalement, il faut un responsable stratégique de la partenariat à l'extérieur, puisque les tiers, ça fait partie de systèmes d'information d'entreprises étendues qu'on doit défendre. Et puis le dernier, donc, c'est, en tout cas, si jamais j'ai un incident, je collabore et je renseigne pour qu'on puisse avoir un rétexte, un retour d'expérience beaucoup plus fort. Mais le cinquième pilier, il n'est pas obligatoire. C'est un pilier qui est proposé, en tout cas, si on a envie si on a envie en tout cas, de raconter ou de partager aux autres un incident cyber en deux. Ben, je ne vais pas tous les citer, mais finalement, le risque de tiers, il est très fort. Parce que finalement, on a vu, en tout cas au mois de juin de cette année, avec l'affaire CrowdStrike et l'affaire Snowflake, on prend l'avion au mois de juin, et finalement, on nous dit que vous partez plus en vacances. Après, je me suis renseigné, c'est quoi toutes ces histoires où je pars pas en vacances? C'est l'affaire Snowflake. Ils ont réussi à rentrer dans le système, tout est bloqué, et donc le système en tout cas des 60 aéroports dans le monde, ben, ils ne pouvaient pas réserver, envoyer l'avion. Et par la suite, plus de 5 millions d'ordinateurs ont été infectés par la mise à jour de CrowdStrike par rapport à Microsoft et par la suite aussi Snowflake qui est par la suite. Donc finalement, les dépendances au tiers, ben on y est fortement puisque on n'a pas la maîtrise alors qu'on doit l'être. Et c'est ce qu'exige DORA. Je voulais voir, j'ai cherché des benchmarks et si quelqu'un me dit je suis un très grand spécialiste de DORA, je ne le crois pas. Donc, je ne le suis pas. Mais en tout cas, je fais pour avoir les bons éléments. J'ai récupéré ça donc de l'Institut de l'audit international. Il y a un autre benchmark qui vient de McKinsey, puis il y a un autre benchmark international. Mais tout est nouveau puisque on va le faire à partir de janvier 2025. On voit bien que finalement, la notion de DORA, eh bien, on vient juste d'intégrer ces parties tiers-là dans le dispositif. On le savait on doit le faire, mais maintenant, on pense le faire. Et si je donne en tout cas une maturité que j'ai lue il y a quelque temps sur
est-ce qu'on est prêt le 17 janvier 2025 si je suis dans l'assurance, si je suis dans la banque, si je sers le client au niveau européen et je suis dans les services financiers, a priori, on pense qu'on est prêt, mais on n'y est pas. On est à 2,8 sur 4 d'être prêt. Et cette partie gestion des tiers, personne n'a en tout cas montré qu'ils ont une maturité en termes d'avancement. Donc on est très en retard. Et avec Nice 2, le patron a dit qu'il faut 3 ans pour être en conformité. Celui-là, c'est supposé que 17 janvier 2025, on est déjà auditable avec l'ensemble. Bah, je me suis un petit peu fait ma petite analyse stratégique. En quoi ça peut concerner l'île de la Réunion ou la région de l'océan Indien. Vous avez parlé aujourd'hui du risque climatique. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Parce que finalement, l'arrivée des cyclones, toutes ces parties-là préparent quand même la région à faire face à un plan de continuité d'activité. Oui, s'il faut vérifier, si nous sommes dans la gestion des tiers, je me rends compte que, en discutant avec mes collègues, j'ai un ami qui a émigré à Madagascar, bah, il est passé de 5 audits des tiers à 38 depuis qu'il est là-bas. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout dans la culture d'aller vérifier le niveau de maturité de notre prestataire, puisque non seulement on n'a pas l'argent, mais on n'a pas la culture pour. Alors que si c'est bloqué, eh bien, on met en danger l'entreprise. Donc, risque climatique, oui. Défaillance de tiers, ben, on va voir quelques exemples tout à l'heure. Finalement, on est arrivé à bousculer, pas l'entreprise, mais à travers ses sous-traitants, et on a une défaillance. Deuxième point, c'est la variabilité des standards de conformité. La Réunion bénéficie un tout petit peu, puisque c'est la France, d'avoir la même réglementation en tout cas, à la métropole. En revanche, Madagascar ou les Comores, ben, ils n'ont pas les mêmes réglementations. Donc, il y a une variabilité par rapport à tout ça. Et si on regarde aussi le nombre d'entreprises qui sont certifiées ISO 27000, finalement, il n'y en a pas beaucoup. L'objectif, c'est que est-ce qu'il y a un lien si je suis ISO 27001 certifié, j'ai pas d'attaque? La réponse n'est pas un lien direct par rapport à tout ça, mais ça donne quand même un niveau de maturité de la région, et ça, c'est un objectif qu'on doit faire. Donc, il y a une variabilité selon les secteurs, mais on n'est pas du tout à un niveau de maturité qu'il faut, puisque c'est pas le cas. Et puis, le troisième point, c'est dépendance aux fournisseurs. Si on regarde l'électricité, les banques, n'importe quel fournisseur dans quelle que soit l'industrie, ben on a beaucoup de fournisseurs stratégiques au niveau mondial ou au niveau européen, mais pas beaucoup, et on n'a pas beaucoup le choix. Donc il y a une très forte dépendance par rapport à tout ça. On va voir l'histoire de câbles sous-marins dans un instant. Donc finalement, le choix multiples fournisseurs, bon, on n'y est pas, est-ce qu'il faut y penser? Et c'est ça qui fait la particularité, je pense, de la région, océan Indien. C'est sur cette partie-là, une dépendance aux fournisseurs. Et s'il y a un risque de dysfonctionnement, c'est beaucoup plus fort. Et j'ai utilisé, en tout cas dans ma présentation, de l'intelligence artificielle pour avoir un graphique beaucoup plus que des textes. Donc, ça ne vient pas de moi. L'idée, oui, mais les images, non, parce qu'il y en a qui reconnaissent un tout petit peu quel outil j'ai utilisé. C'est top secret. Par rapport à tout ça, bah, j'ai posé un problème, je dois donc proposer une solution. Une des solutions, c'est que finalement, il faut renforcer la surveillance des fournisseurs. Dora propose pas un audit tous les 3 ans, c'est un audit beaucoup plus régulier.
Donc, si j'ai la maîtrise de mes sous-traitants, de mes consultants, des parties prenantes TIC dans mon activité, avec de la due diligence beaucoup plus fréquente, j'aurai plus de confiance à travailler avec et avoir une vue que finalement, j'ai la cartographie de tout ce qui est critique, je sais quelle est ma dépendance. C'est pas parce que je viens du monde de l'audit que je le fais. En tout cas, la réglementation l'impose et je pense que c'est une excellente idée puisque on maîtrise beaucoup plus. C'est beaucoup plus facile et avec une mise en œuvre beaucoup plus forte. Le deuxième point, c'est finalement, quand je fais plusieurs audits, je me rends compte petit à petit qu'il n'y a pas de contrat. C'est oui, oui, on va le faire. C'est formalisé quelque part. Ah bon, on travaille d'abord, après on fait après. C'est presque une réalité. Et là, il faut exiger beaucoup plus en tout cas, Dora va exiger beaucoup plus de critères de conformité, plus que le BA par rapport à, en tout cas, aux fournisseurs. Si jamais quelque chose tombe, on a déjà prévu un certain nombre de verrous pour qu'ils puissent travailler et engager, renforcer beaucoup plus la cyber-résilience de l'entreprise. Donc, la partie organisationnelle doit être renforcée. Mais c'est plus qu'une paperasse, c'est vraiment un verrou pour que on puisse combattre les cybercriminels. Et bien entendu, inclure les fournisseurs dans le plan de résilience. J'étais comme vous, hein. Je travaille avec toutes les grandes banques du monde, pour ne pas les citer, les 4 plus grandes. Et je suis même surpris du plan plan de résilience. Il n'y a jamais de plan de continuité de bout en bout tel qu'on l'annonce dans les papiers. Quand on audite, on se rend compte que c'est beaucoup plus d'argent, difficile de l'atteindre. Donc, c'est presque une recommandation systématique. Et Dora exige également de diversifier les fournisseurs. Il exige à l'intérieur, quand on va faire si je suis une banque, une assurance ou un prestataire de banque et une assurance, eh bien, il y a une stratégie de sortie qu'il faut voir. Il y a une stratégie de résilience numérique qu'il faut sortir. Et c'est très difficile à mettre en place, à mettre en œuvre. J'utilise Outlook pour Microsoft pour le mail. Si je dois avoir une stratégie de sortie de Microsoft, je crois que c'est pas si évident que ça. Et vous avez bien vu, la réglementation européenne vise un petit peu le GAFA pour qu'on puisse les attaquer si jamais ils mettent nos données quelque part ou il y a une interruption quelque part. Ça fait partie de l'objectif. Je suis encore bon? Je prends le premier exemple, une cyberattaque sur la banque de l'île Maurice. Donc, j'ai fait mes petites recherches sur Internet. Vous allez me confirmer aujourd'hui si mes sources sont bonnes ou pas. J'ai eu un doute à un moment donné. Il a marqué 2017. Il a marqué, mais lesquels sont bons? Je dis, j'oublie ChatGPT, je vais aller dans la classique. Je fais Google, c'est arrivé dans Parisien. Ah, ça, je peux prendre, sinon on va me critiquer. Et donc, la banque de l'île Maurice, c'est plutôt le cas le plus simple. Ça a été touché par une cyberattaque qui a temporairement perturbé, en tout cas, le service bancaire. Mais ça montre quand même que l'impact peut avoir un manque de sécurité chez les partenaires technologiques. C'est mon sujet d'aujourd'hui. Si on ne le vérifie pas, on peut tomber sur ce type, en tout cas, de verrou. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les cybercriminels? Ben, ils ont utilisé les canaux tels que les emails frauduleux, le classique. Ben, s'ils sont aidés par l'intelligence artificielle, ça va être encore beaucoup plus précis, ça, donc, il y a quelques années. Des messages SMS, des appels téléphoniques pour tromper les clients et prendre des informations confidentielles et par la suite les utiliser. Et donc, ça leur a permis d'avoir des gains financiers, des prêts à des conditions avantageuses. Et il y a plusieurs clients qui ont
signaler en tout cas des événements, des transactions non autorisées, avec des montants entre 1000 roubles et 3000. Et là-dessus, l'outil le plus où ils sont entrés, c'est le phishing. Avec le phishing, il n'y a pas d'autre chose que la sensibilisation. Donc, par rapport à tout ça. Qui est de l'île Maurice ici? C'est vrai ou pas? Roupi, sorry. Je dis ouais. C'est parce que la cybersécurité, le rouble est beaucoup plus parlé. Je me rattrape. Eh bien, dans tout ça, la leçon qu'on pouvait tirer, c'est que finalement, si on se réfère dans le cadre de Dora, eh bien, il est essentiel de renforcer la sécurité des fournisseurs pour protéger les services, puisque finalement, le simple fait de faire un multiple factor authentication, ben, ça aurait pu résoudre. Mais si on fait pas des audits, des tests, des vérifications, que finalement, il y a une vulnérabilité quelque part, ben, on tombe au fait sur ce type de fonds. Bien entendu, faire des tests de résilience de fournisseurs, sensibiliser à tout niveau en tout cas les employés, les clients pour le faire. Et en tout cas, l'île Maurice, ils ont réagi par rapport à tout ça. Ils ont dit, on ne va pas attendre Dora. Je sais pas si... Ben, on va renforcer des mesures de sécurité. On va encourager les victimes à signaler. Ils ont mis un cadre légal. Il est efficace ou il n'est pas efficace? Ben, il faut qu'il rattrape un petit peu Dora. Il existe. Il existe pour pouvoir dire qu'il y avait un incident, on a fait quelque chose. C'est pour ça que je crois toujours à une vérification à partir d'un audit. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai les preuves matérielles pour me donner une assurance raisonnable que quelque chose est maîtrisé ou pas. Sinon, ce ne sera pas le cas. Deuxième exemple, c'est le panne de Telma à Madagascar. Telma en 2021, eh bien, c'est dû au câble sous-marin. Et finalement, ils sont très dépendants des fournisseurs externes. Il ne faut pas croire que tout s'est fait. C'est donc dépendant d'une ressource externe. Je suppose que c'est Orange qui a la partie câble sous-marin. Eh bien, il y avait 13 jours d'arrêt. Il y a 8 kilomètres de câbles qui étaient endommagés. J'ai pris ça des journaux. Et finalement, ça montre que la dépendance d'un tiers est très, très capitale pour un pays comme Madagascar. Comme tout auditeur, on fait ce qu'on appelle l'arbre des causes. Donc, j'ai préféré prendre l'arête de poisson, l'Ishikawa, pour expliquer tout ça. La coupure de câble sous-marin, finalement, ça pouvait être causé par l'intempérie, ça pouvait être causé par un navire qui est passé par là, ça pouvait être causé par des activités humaines, mais tout ça, il faut l'anticiper et donc poser la question pour Madagascar. S'il n'y a pas le câble sous-marin, je fais quoi sur Internet? Comment je peux pour fonctionner? Comment je peux pour avoir toutes ces activités financières et bancaires? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ce n'est pas une question facile en soi, mais c'est une question délicate qui est en tout cas prévue dans la réglementation. Ils peuvent passer par Starlink plus tard. Donc, ça peut être en tout cas une alternative qui est faite. Et d'ailleurs, ça va faire mal Starlink quand ça va arriver là-bas. C'est déjà arrivé. La leçon qu'on peut tirer là-dessus, c'est finalement, il y a la dépendance à un fournisseur de services critiques. Ça expose des institutions financières à des risques importants. Et en tout cas, Dora insiste sur le plan de résilience. Il faut tester, si jamais ça se coupe, comment on le fait dans cet ensemble. Ce risque de dépendance, il faut le formaliser.
ce risque de dépendance, il faut le mettre dans un plan de continuité pour sécuriser les fournisseurs critiques et, bien entendu, les superviser, mais diversifier donc à partir de Starlink. Troisième point, troisième cas, c'est plutôt la mairie de Saint-Denis de La Réunion. Finalement, en 2021, bah, il y avait une petite attaque, il y avait un petit arrêt. Quel est l'impact à ce niveau-là? Et donc, ça s'est passé, j'ai mis donc une petite image, et finalement, le plus important, c'est que finalement, les citoyens, bah, ils sont pas contents, ils peuvent plus faire l'acte mairie, ils peuvent plus aller déclarer les opérations administratives normales. Il y a donc plusieurs actes quotidiens qui semblent être plutôt classiques qu'on peut plus le faire. Et la leçon qu'on peut tirer là-dessus, c'est que finalement, quand j'ai cherché les causes, il faut bien que ça tombe sur mes, euh, mes compétences. Et finalement, il n'y avait pas d'audit régulier, en tout cas au niveau de la mairie. Donc, on n'avait pas identifié les vulnérabilités des sous-traitants à ce niveau-là. Et encore une fois, DORA exige, c'est pas un audit triannuel qu'il faut, c'est beaucoup plus régulé avec une identification des risques. Et si on identifie que des fournisseurs, des tiers sont beaucoup plus critiques, bon, on va les auditer beaucoup plus. Et ça, c'est une obligation. C'est une obligation en soi. Et non seulement on va faire ces audits, mais il faut aussi avoir une approche globale de la chaîne de fournisseurs, finalement, lesquels elle est beaucoup plus critique. Je travaille dans une entreprise de très grande taille. En tout cas, on est 420 000 personnes dans le monde. C'est une entreprise anglo-américaine donc c'est plutôt le Big Four. Et pour avoir un PC, c'est devenu très compliqué parce que finalement, il faut prévoir cette chaîne de sous-traitance. Et quand on parle des banques, la notion de supply chain pour avoir les impressions, pour faire les transactions, finalement, il y a un back-office très important là-dedans. Et ça, c'est sous-estimé systématiquement. Et c'est ça qui est visé par la réglementation. Pour conclure sur ma présentation et ouvert avec des questions-réponses, eh bien, c'est une réponse standard de SM, le système de management de la sécurité du système d'information. C'est ce qu'on appelle la défense en profondeur. Et dans cette défense en profondeur, c'est comme si j'ai un fromage suisse avec des gruyères. Il y a une première couche avec des trous. Et je mets une deuxième couche où j'ai des trous, mais ailleurs. Mais en superposant les différentes couches, eh bien, je bloque en quelque sorte une certaine attaque, une certaine vulnérabilité. Et donc, ça commence par se connaître et connaître les faiblesses, la non-conformité dans l'entreprise, c'est-à-dire l'adoption des protocoles de sécurité. Je prends un ISO 27001, je prends un 620, je prends des NIST 2.0 et à partir de là, je vais vérifier dans l'entreprise si j'ai les bonnes pratiques qui sont mises. À partir de là, je connais en tout cas mes forces et faiblesses. Qu'est-ce que je dois renforcer? Je commence par celui-là. Ensuite, je vais regarder que finalement, dans ma chaîne de valeur, je ne suis pas tout seul. Je suis avec un prestataire externe. J'engage aussi des vérifications avec les tiers. Je l'embarque dans mon analyse de risque, dans ma cartographie, dans mon test de résilience. J'embarque le tiers par rapport à tout ça. Je le mets dans le plan de continuité. Bien entendu, je ferai de la sauvegarde avec de la redondance. Je vais choisir les bonnes infrastructures avec la bonne sauvegarde par rapport à tout ça. Je vais acheter le livre pour que je puisse avoir la bonne réponse avec cette question-là, la bonne architecture, parce que finalement, c'est très important. Et si vous faites tout ça, il manque quelque chose de très important. Oui, il y a aussi la partie carbone, même si ce n'était pas inclus dans la partie DORA. Il faut faire une collaboration entre, en tout cas experts,
tel que tu le fais aujourd'hui, Shafik, entre pays, entre industries, parce que finalement, ça coûte moins cher de échanger, avoir ces connaissances. On dépensera moins en avion et en carbone, parce que finalement, juste avec un coup de téléphone, avec de la bonne pratique, on arrive à combattre les cybercriminels. Et c'est ça le but de la réglementation. Il faut travailler ensemble pour les faire. Ils sont beaucoup plus avancés et ensemble, on pouvait le faire. Voilà. Question-réponse maintenant qui est ouverte. Celui-là ne marche pas. Si, il marche. OK. Merci beaucoup, Teddy, pour cette masterclass sur Dora, sur la gestion des tiers. Et donc, les questions. Je vois une main, mais je vais d'abord poser la première. Juste, comme on a des DPO ici, qui sera le chef d'orchestre de cette réglementation? Excellente question. Donc en ce moment, je suis en train de développer, en tout cas, un organisme m'a posé une question de leur fournir mon idée, mon avis sur l'audit de Dora. Et cette question-là a été posée. En principe, Dora impose de nommer un chef d'orchestre. La tendance qu'on voit, c'est que finalement, ce chef d'orchestre-là, il va plutôt vers le RSSI. C'est dans les statistiques. Donc le RSSI, il va prendre la casquette de Dora en plus, ou bien on va nommer quelqu'un à part qui n'est pas dans la structure pour avoir Dora. En tout cas, c'est une imposition de la réglementation de nommer quelqu'un. Et la tendance, c'est plutôt le RSSI. Et en principe, il faut aussi une personne responsable de la gestion stratégique des partenariats et des achats. Et ça peut être cette personne-là qui peut prendre le chapeau Dora. Alors, et quand le DSI a la casquette RSSI et qui va prendre aussi Dora. Mais il va mourir. Et donc, ça dépend de la taille de l'entreprise, parce que finalement, je réfléchis toujours avec une entreprise à grande échelle. Si la personne occupe à la fois la casquette DPO, et occupe à la fois la casquette RSSI, je pense qu'il y a un conflit d'intérêts. Si il occupe aussi Dora, il faut qu'il le nomme sur. Et la difficulté de Dora, j'ai parlé un peu technique tout à l'heure. Dora n'est pas seulement technique. Il y a beaucoup de légal, de la législation. Il y a beaucoup de la partie achat et de gestion des partenaires. Donc, il ne faut pas mettre quelqu'un spécifiquement technique, il faut mettre quelqu'un qui gère ses tiers. Parce que le plus important de Dora, pourquoi j'ai choisi les tiers, c'est celui-là. 40-45% des efforts, c'est là-dedans. Ouais. Vous avez répondu à ma première question qui était est-ce que c'est pas, on voit pas l'émergence d'un nouveau poste C'est un nouveau poste. Ouais, donc, j'ai une question. Les dates d'application, donc 17 janvier 2025, je me trompe, 15 ou 17? 2025. Le 18 octobre 2024, j'ai cru comprendre qu'il y avait un décalage qui a été institué. Oui. Ne risque-t-on pas d'avoir la même chose pour Dora? Non, Dora s'est annoncé 17. Au fait, Dora a été lancé il y a 2 ans. Et c'est comme si on a annoncé aujourd'hui que dans 3 ans, vous allez être en conforme. C'était déjà prévu il y a 2 ans. Et donc, en 17 janvier 2025, il n'y a pas de report. C'est prévu. En revanche, les RTS et les ITS, les guides pour les implémentations, ils sont venus petit à petit et même d'autres ne sont pas encore totalement définitifs. Ils sont encore en draft. Et donc, et si je regarde les statistiques de, comment dirais-je, est-ce que les banques et les assurances, est-ce qu'ils sont prêts? Et la réponse est non. C'est à peu près un tiers qui pense qu'ils sont prêts, le reste, non. Voilà. Vas-y. T'entends? Oui, c'est OK. Moi, j'avais une question sur la gestion des tiers et les coûts induits de tous ces audits. Alors, qui prend en charge? C'est le tiers déjà, qui audite, qui envoie les auditeurs?
Quand, quand, quand j'ai parlé des 21 entités qui sont concernées, le 21e entité qui sont concernées, ce sont les prestataires TIC. C'est-à-dire que directement, l'Europe peut le nommer qu'ils sont critiques et qu'ils vont les auditer. L'audit, donc, vient des régulateurs en soi. Il y a deux types d'audits, audit interne et audit externe. Les audits de régulateurs vont auditer ces tics et bien entendu, c'est eux qui, c'est dans leur coût. Et ça amène à une question, est-ce que les petites structures vont disparaître par rapport à tout ça? Ben, s'ils n'arrivent pas à suivre Dora, la réponse est oui. C'est eux qui, vous devez avoir un coût. Vous voulez savoir les statistiques là-dessus? Intéressant. Dans les statistiques que j'ai lues, c'est entre 3 et 18 personnes à recruter pour faire du Dora. Donc, c'est selon la taille. Ça coûte à peu près entre 2 millions à 6 millions. Même une petite assurance que je nommerai pas, que j'ai rencontrée il y a 2 semaines, ils ont dépensé déjà 2 millions pour Dora. Donc, si vous mettez à la place d'un BNP Paribas ou d'une grosse banque, c'est beaucoup. Ça va coûter de l'argent. Non, c'est vous qui payez. Et vous allez être sanctionné si c'est pas fait. Voilà. Et le prestataire externe type TIC, c'est jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires pendant 6 mois. Donc, on vise vraiment le GAFA, en fait, hein, ou autre. Ben, c'est une très bonne question, puisqu'on ne sait pas encore quel est l'impact de faire un registre de type de traitement. C'est déjà compliqué. Le registre des tiers, il est beaucoup plus complexe que le registre type TPO. Il y a 110 critères à renseigner. Un seul, j'ai regardé, ben, il faut donc payer des gens pour faire toutes ces parties-là. Et c'est à partir de là que ça va être remonté au niveau de l'Europe pour voir que finalement, au niveau de la zone Europe, tel fournisseur qui avait l'air très petit, finalement, il y a beaucoup de sociétés qui en dépendent, donc ça devient critique. C'est ça aussi le but. Peut-être si tu peux rappeler la question par rapport à Gérard tout à l'heure, on parlait de Nice 2 et Dora. On rappelle juste que Nice 2, c'est une directive qui effectivement demande une transposition selon l'État, alors Oui, que ça. Dora, c'est une réglementation. Donc elle s'applique, elle va s'appliquer à partir quelle date déjà 18 octobre 2024, Nice Pour- 2 et 17 janvier Voilà, 2025. 17 janvier. Parce qu'il y avait la question qui Et était Nice posée. 2, c'est pas la partie finance. Voilà. La finance est là-dedans. Et Dora, c'est vraiment un zoom de Nice 2 sur les services financiers. Est-ce que, justement, en parlant de ça, au niveau du périmètre, une entreprise, une TPE ou une PME qui a un service financier au sein de son entreprise, va être concernée par Dora? Ou est-ce que c'est spécifique, par exemple, banque ou institution financière La réponse n'est pas un oui-non. Il faut ce qu'on appelle le principe de proportionnalité. Il est indiqué dans Dora à quel moment est-ce qu'on rentre ou on rentre pas dans Dora. Donc il y a une notion de chiffre d'affaires, il y a une notion de secteur, et à partir de là, on peut être exclu ou on ne fait pas les 64 articles de Dora, quoi. D'accord. Il y a cette notion de proportionnalité. Et le deuxième point qui est important, on n'a pas le temps de parler de Dora dans son ensemble, c'est les fonctions importantes et critiques. Il faut voir que Dora touche les fonctions importantes et critiques. Donc, c'est le premier travail de l'entreprise. Quelles sont mes fonctions importantes et critiques? S'il n'y en a pas, Hmm. je m'y intéresse pas vraiment, en fait. Ok. Une autre question que je t'ai déjà posée, mais je préfère faire profiter à tout le monde, on sait que pour Nice 2, bah, c'est l'ANSSI qui est en charge, qui est considérée comme autorité de contrôle. Est-ce que pour Dora, on sait quelle entité sera en charge de contrôler justement la conformité par rapport à cette réglementation au Pas niveau plus que- français? Pas plus tard qu'hier, même si je suis à La Réunion, je regarde, la CPR s'est proposée. Donc la D'accord. CPR va être, en tout cas, La CPR, c'est l'autorité de contrôle la CPR, de prudentielle et de résolution, D'accord. et donc qui est rattachée à la Banque centrale européenne
c'est eux qui vont faire le contrôle, en tout cas pour la France. Ok. Merci beaucoup. Pas Je vous en d'autres prie. questions? En ligne, c'était sur la date donc d'application que tu as répondu. Donc un grand merci Teddy. Merci beaucoup. On va laisser la place. Merci, ouais, on applaudit très fort.